Radio J, la revue des revues. David Reynard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors David, ce matin, vous allez nous parler du dernier numéro de la revue des Deux Mondes. Est-ce que vous pouvez nous redonner la ligne éditoriale de cette revue en me la passant, comme ça je vais la montrer à l'antenne. Voilà, la revue des Deux Mondes. C'est le dernier numéro le dernier, voilà. de novembre. Alors vouloir identifier, comme toujours, une ligne idéologique cohérente pour la revue des Deux Mondes serait un peu fallacieux. Toutefois, on peut distinguer différents caractères déjà qui expliquent que la revue s'inscrive dans la durée. Il y a déjà un souci de modération, de prudence, le rejet absolu des postures extrêmes, un esprit de pragmatisme. Donc la revue des Deux Mondes a hérité de ce même souci de conjuguer un lien fort à la tradition et aussi un lien fort à ce qu'on pourrait appeler la modernité. Ça veut dire une sorte de continuité de principe où la modération prime toujours sur la tentation radicale. Et Albert Camus disait « Nous étouffons parmi des gens qui pensent absolument avoir raison ». Alors, sur quoi porte exactement le dernier numéro de la revue ? Alors, le dernier numéro de la revue, Lise, porte sur l'héritage de Lévi-Strauss. C'est sous-titré « Race, culture, histoire, diversité ». Et c'est très en écho avec l'actualité. Oui, bien sûr. Mille fois hélas. L'éditorial de Valérie Toragnan dans ce dernier numéro de la revue des Deux Mondes s'intitule le stupéfiant retour en grâce de la race. Voilà. Donc la directrice de la revue des Deux Mondes, après s'être demandé, tout en se gardant bien de faire parler les morts, ce que Lévi-Strauss aurait dit de l'essentialisation dans laquelle est en train de verser notre pays, s'étonne qu'aujourd'hui on puisse encore s'exprimer en tant que blanc ou bien en tant que noir. Si le blanc et le noir ne peuvent plus se mettre dans la peau l'un de l'autre, si on ne peut plus s'identifier à son semblable humain, nous dit la directrice de la revue des Deux Mondes, comment imaginer dans ce cas-là les prémices d'une empathie et d'une lutte contre le racisme. Donc, entre le retour idéologique de la race et de la soumission à la religion au pays de la laïcité et de l'universalisme à l'été des Lumières, et le déni de l'insécurité culturelle face au ghetto communautariste, elle fait le constat d'un cocktail explosif, et tout cela pourrait se traduire... on le craint par une exaspération paroxystique dans les urnes. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, bien sûr. En tous les cas, très bel édito de Valérie Toragnan. De quelle façon, du coup, se manifeste ce retour du mot race ? Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé autant de la race que depuis qu'on l'a retiré de la Constitution. Oui, exactement. Le 27 juin 2018, les députés avaient voté à l'unanimité pour la suppression du mot race de la Constitution. Ce concept, il faut rappeler, qui ne revêt aucune réalité scientifique et qui est juridiquement inopérant, n'avait plus aujourd'hui sa place dans la loi fondamentale. Je fais une incise, j'avais eu l'occasion de faire tout un texte dans la revue de la LICRA autour du mot race qui revient, le droit de vivre. Sauf que le terme est sorti donc par la grande porte, et il revient aujourd'hui par les fenêtres, et au moins par trois en particulier. Trois fenêtres en particulier. Oui. La première fenêtre, elle est presque normale. On s'étonnera pas, puisque c'est l'extrême droite, oui. Puisque c'est son métier, sa vocation, sa raison d'être. L'extrême droite qui, dès les années 70, a déclaré la bataille lexicale. Donc, on se souvient, au début, c'était la nouvelle droite, qui est née en 1969 avec la fondation du CRES, pour qui il ne s'agit plus de prendre le pouvoir, mais vraiment de réinventer le vocabulaire politique. C'est-à-dire que le mot race doit être remplacé par celui d'identité. Oui. Donc c'est tout un travail sur le langage. Ils étaient farouchement hostiles au modèle républicain jacobin, farouchement hostiles aussi à l'idée d'universel, et ils ont réhabilité, si vous voulez, les communautés, et ils ont substitué au biologisme qui était anciennement en usage sous le régime de Vichy, un éloge des différences. Donc, alors c'était dans les services anthropométriques de la police de Vichy. C'est ça.
Et donc voilà, eux, si vous voulez, ils sont passés au droit à la différence, Oui. mais pour que chacun reste dans sa, que ce soit une juxtaposition, que chacun reste dans sa tour d'ivoire. L'extrême droite plus traditionnelle, elle est focalisée sur la défense d'une Europe chrétienne et de race blanche. Elle aime bien les étrangers au point qu'elle souhaite qu'ils restent de préférence chez eux. Oui. La deuxième fenêtre, c'est l'extrême gauche. Car celui qui a le mot race sans cesse à la bouche n'est pas celui qu'on croit. Exemple. Exemple, on pense à Ouria Boutelja, par exemple, qui est la porte-parole d'un mouvement qui porte bien son nom, qui s'appelle le PIR, le Parti des Indigènes de la République. Un mouvement qui met le mot race partout, qui lutte contre le modèle universaliste républicain, qui serait, soi-disant, le cache-sexe pour instrument de domination des Blancs. Alors, chez les décoloniaux, c'est simple, toutes les modalités de l'existence sont examinées à l'aune de la race. Et il y a aussi les intersectionnels, qui eux aussi sont en rupture avec l'universalisme, et où on croise la race au genre ou à la classe sociale. Donc c'est vraiment cette obsession de la race au profit de laquelle s'efface le pacte social, débouche chez tous ces nouveaux antiracistes, sur l'organisation d'événements, c'est assez incroyable aujourd'hui, où l'on trie les gens à l'entrée des événements en fonction de leur couleur de peau. Et dans la revue des Deux Mondes, donc à laquelle on dédie cette revue des revues aujourd'hui, Valérie Toragnan se demande d'ailleurs si nous ne sommes pas de nouveau face à un affrontement des races, avec cette fois-ci la bénédiction du camp progressiste. Mais alors, quelle est cette troisième fenêtre, du coup ? Alors, cette troisième fenêtre, c'est l'islamisme. Oui. Effectivement, parce qu'il existe bien sûr des passerelles entre les fenêtres. Bien sûr. Par exemple, malheureusement, si j'ose dire. Ouais, voilà. Par exemple, il y avait une association intersectionnelle qui avait mis en scène une pièce qui présentait Antigone, qui souhaitait porter le foulard et rendre les honneurs funéraire à son frère terroriste, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc plus généralement, l'islam fondamentaliste, en plus de chercher à déclencher une lutte à mort entre musulmans et non-musulmans, entre musulmans pratiquants et collaborateurs laïcs, si vous voulez, collabobeurs, comme ils disent, laïcs. Ils croient... Pardon, comment disent-ils ? Collabobeurs. Oh là là. C'est des mots valises inventés pour la circonstance. Oui. Alors, les islamistes, ils croient en une bonne communauté qui à l'origine serait immaculée et que des bacilles, juifs de préférence, ont sournoisement corrompu. Donc leur volonté, c'est vraiment restaurer la pureté, guérir la société malade en éliminant les microbes, après les avoir soigneusement identifiés. Mais c'est horrible, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est un peu le rêve des fous de Dieu et de tout bien ça. Sûr, depuis la nuit des temps. C'est le rêve de pureté, quoi. Et juste, si je peux me permettre, puisque durant le mois d'août, on aura pu voir la rediffusion d'une émission passionnante sur le thème du racisme et des obsessions identitaires. Et dans le cadre de son émission Tambour battant, Antoine Spire nous a proposé vraiment une très belle émission. C'est sur demain.fr. Ouais. C'est important de le dire, si les auditeurs veulent le revoir. Exactement, on peut le voir en replay. Donc Antoine Spire, qu'on salue au passage. Oui. Donc, il nous proposait quoi ? Une table ronde. Donc, alors, je reprends même. Sur le même thème, du racisme. Oui. Alors, quelles leçons autour de la race, de la culture et de la diversité la revue des Deux Mondes nous propose-t-elle de tirer de la pensée de Lévi-Strauss ? Alors, je disais tout à l'heure qu'au début de l'émission, que Valérie Toragnan se gardait bien de faire parler les morts. Oui. Surtout un intellectuel à la pensée aussi complexe que celle de Lévi-Strauss. Et elle dit bien que c'est une pensée complexe qui n'épuise jamais tous ses concepts et toute son inventivité, son génie. Une pensée complexe qui ne se laisse jamais enfermer. Parce que il y a plusieurs Lévi-Strauss, mais ils sont, si vous voulez, ils ne sont pas opposés entre eux. Il y a le Lévi-Strauss qui a été engagé à gauche durant sa jeunesse, qui a dynamité avec Triste Tropique en 1955 une certaine bonne conscience de l'Occident qui était confronté au peuple sauvage entre guillemets ou colonisé. Donc et il y a un texte dans la revue des Deux Mondes de Paul-François Paoli qui s'appelle Grandeur et limite d'un humanisme. Et il écrit que, à ce moment-là, le sanglot de l'homme blanc avait trouvé dans l'œuvre de Lévi-Strauss une sorte de source où s'abreuver indéfiniment. C'était vraiment, à ce moment-là, ce Lévi-Strauss-là de 55, de 1955, c'était du pain béni pour les idéologues de la culpabilité européenne qui appellent en toutes circonstances les Occidentaux à battre leur coulpe pour tous les fléaux de la Terre. Mais il note aussi qu'à partir des années 70,
le penseur mondialement renommé se met à échapper à ceux qui l'encensaient. Et là, c'est là où il devient il devient aussi complexe, Lévi-Strauss, et que personne ne peut vraiment se l'approprier. En 1971, à travers sa conférence de l'UNESCO intitulée Race et culture, il exprimait une inquiétude devant ce que l'on n'appelait pas encore la mondialisation et cette tendance à l'homogénéisation des modes de vie qui appauvrit la diversité des peuples. Et plus choquant encore, relève Paul-François Paoli, il va exonérer l'hostilité envers les autres de toute connotation raciste, car, disait Lévi-Strauss, ça je l'ai appris, c'est le droit de chaque culture à rester sourde aux valeurs de l'autre. Et il va même aggraver son cas en tenant des propos peu amènes sur l'islam. Donc voilà de quoi dérouter tous ceux qui passent leur temps à enfermer les gens dans des schémas binaires. Il n'y a pas, nous dit Valérie Toragnan, de rupture fondamentale entre le Lévi-Strauss de 52 et celui de 71. Sans cesser d'être humaniste, Lévi-Strauss affirmait un relativisme raisonnable, c'est-à-dire que face aux divers qui décroît, pour reprendre les mots de Ségalen, il n'est peut-être pas interdit parfois d'emprunter les pistes de la différenciation et de chérir aussi les particularismes. Alors, il y a aussi un grand entretien dans la revue des Deux Mondes de Philippe Descola, élève et héritier de Claude Lévi-Strauss. Alors, c'est un entretien assez, parfois un peu technique, enfin pour moi, très exigeant en tout cas, oui. On va dire ça comme ça, dans lequel il est question, très entre autres, de l'érosion possible des diversités, justement, l'uniformisation, la standardisation, de l'actualité des attachements locaux, et aussi de l'étonnement que porte comme vocation tout anthropologue, la surprise perpétuelle face à la diversité du monde. Et il dit, lorsqu'on décide de la prendre au sérieux, être confronté à des facettes de cette diversité ne laisse pas indemne. Et puis pour terminer, vous souhaitiez aussi, David Reinhardt, dire un mot d'un texte incisif qui règle ses comptes avec une certaine France. Oui, c'est un beau texte de Paulina Dallmayr qui éclaire notamment la progression en France de la cancel culture, c'est-à-dire ce dernier avatar du politiquement correct, l'effacement, et qui règle ses comptes aussi à l'art de la capitulation à la lumière d'œuvres d'écrivains polonais, notamment sont cités La pensée captive de Miloš ou Witold Gombrowicz, mais pas que des écrivains polonais, puisqu'on croise aussi dans ce texte Václav Havel, Jan Patočka ou Milan Kundera. L'ambition, clairement, dans ce beau texte, c'est de contourner les erreurs de l'Occident qui fabrique des individus désolés, sans repères, sans référence à aucune tradition, sans possibilité d'être soi-même, de s'appartenir et d'appartenir à la cité. Les risques et les menaces ne viennent pas d'ailleurs, pas de l'Amérique ou du Pakistan, mais des individus désolés. Donc à l'heure où, entre autres, presque la moitié des jeunes Français de moins de 25 ans, quelle que soit leur confession, estiment que Charlie Hebdo a eu tort de publier les caricatures. Oui, mais d'où on sort ça alors moi, j'ai pas les sources, mais c'est dans c'est dans la... je peux vous le dire d'ailleurs. Je me méfie un petit peu des chiffres, moi, mais vous avez raison, et ils ont certainement raison aussi. Il y a dû avoir un sondage. Donc... Oui, c'est... je vais vous répondre. Pardon. C'est dans le sondage IFOP pour Charlie Hebdo du 1er septembre 2020. Ah oui. Voilà. Bon, donc, alors, c'est bien triste. Donc a eu tort de publier les caricatures. Il faut tirer les leçons de la pensée captive. Aucune société n'a les moyens de vaincre une menace ou une tentation totalitaire sans engager à un niveau individuel ce que Václav Havel appelait, on le cite là, un sentiment profond de responsabilité pour le monde. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle revue des revues consacrée au dernier numéro de la revue des Deux Mondes. David Reinhardt, merci, on vous retrouve très vite sur Radio J. On marque une pause et je reviens juste après.